celui du FONUS. Maintenant qu'Olengankoy est lui-même au CENSA, il a demandé qu'il soit indemnisé. Je ne sais pas si vous avez suivi tous ces partis qui avaient subi les atrocités et tout. Et maintenant que Tchibala est Premier ministre, qu'est-ce que ces gens-là font d'un tel rapport comme ça? Et feront peut-être d'un tel rapport? Écoutez, en entrant au gouvernement, c'est un acte éminemment politique. Et donc, ils sont entrés au gouvernement en faisant pratiquement allégeance à Joseph Kabila. De ce fait, les morts qu'il y a eu en septembre 2016... C'est l'appel de Tchibala. Donc, en septembre 2016, on peut le considérer comme... ils sont passés par pure perte et profit. Mais c'est dommage, mais c'est ça, le cynisme politique, c'est celui-là. C'est une raison qui est à la base aussi parfois des démobilisations. On se demande pourquoi est-ce que les gens ne se mobilisent plus, pourquoi. Mais les gens sont déçus. Vous avez des gens qui sont extrêmement durs envers le pouvoir. Mais une fois qu'ils ont des postes, comme par magie, Kabila est devenu le plus beau. Il est devenu le plus intelligent, il est devenu tout ça. Non, je pense qu'on peut aller en alliance, on peut cohabiter, mais vous gardez le cap des élections et ne pas commencer à encenser un bilan qui n'est pas le vôtre. Voilà, c'est un problème. Donc, vous avez des gens qui ne sont même pas dans la retenue, qui sont presque maintenant dans le dialélo. Et c'est ce qui est regrettable. Vous êtes des hommes d'État, d'accord? La solidarité gouvernementale, quand vous êtes là-bas, vous avez un minimum de retenue par rapport à votre passé récent. Mais vous ne pouvez pas entrer dans le gouvernement et être même plus zélé que les kabylistes eux-mêmes. Marie-Ange Mouchebekwa n'était pas politicien, elle était journaliste. Je ne pense pas qu'elle avait appuyé ces répressions-là. Non. Mais aujourd'hui, elle était ministre. Parce que quand il y a eu ces répressions, Marie-Ange n'était pas membre du gouvernement. Tout à fait. Elle était ministre. Ouais. Elle était restée tirée chez elle à la maison. Absolument. Je crois même que parmi les morts, elle doit avoir peut-être des cousins ou des petits-neveux parmi les morts à travers le pays. Absolument. Mais aujourd'hui, et surtout chez lui, à l'est, chez elle à l'est. Goma, Sud Kivu. Mais aujourd'hui, Marie-Ange dit que ce sont des affirmations fantaisistes. Bon, ça veut dire que, je ne sais pas, j'avais appelé la ministre des Droits humains pour avoir son avis. Donc, il y a eu un problème d'agenda. Je crois que je l'avais peut-être aujourd'hui. Mais c'est une question importante. Le pouvoir est un. Donc, pour un dossier aussi important que celui-là, Marie-Ange ne peut pas dire le contraire de ce que la ligne du gouvernement. Donc, sinon, vous démissionnez. Et donc, alors, quels sont ces arguments? Moi, je ne l'ai pas écouté. Je l'ai écouté, comment dirais-je, sur RFI notamment. Mais c'est des questions, ça c'est une question éminemment politique. Donc, sur cette question, où on démissionne, où on la boucle, où on se solidarise avec la ligne du Merci beaucoup, très cher Israël Moutal. On va prendre la loi électorale. C'est quand même grave, hein, parce que ce que Human Rights Watch dit aujourd'hui, Tchibala l'avait dit hier, quand il n'était pas encore Premier ministre. Alors, après la répression, Olengankoy aussi avait soutenu cela. Même les gens de Moussa, les José Makila, vous avez Nouméa, vous avez Ingele Photo. Ils avaient dit que ces gens qui ont tué les Congolais ici, parfois ne sont pas des vrais militaires du Congo, ce ne sont pas des vrais policiers. Mais maintenant qu'ils sont aux affaires et qu'il y a une sorte d'une passe de la part de Human Rights Watch, ils se taisent et ils contredisent même Human Rights Watch. Serge, j'ai eu à le dire ici sur ce plateau. Je vous ai dit, vous allez vous rappeler peut-être que la logique politique, c'est-à-dire quand on est en politique, la politique pratique, la politique sur le terrain n'obéit pas aux lois de la logique classique. Ça, c'est la politique à la congolaise. La logique, si vous voulez. Donc, tous ces gens que vous avez cités, je crois notre confrère Peter Achani, oui, de temps en temps, il fait bien de rappeler le devoir de mémoire. Regarde ce que vous avez dit. Il est menacé par ces politiciens. Hein? Alors, ces gens, une fois entrés au gouvernement, ils pensent que il n'y a plus de devoir de mémoire. On n'a plus de mémoire. Le peuple ne se souvient plus de rien. Alors, on peut dire n'importe quoi. Alors qu'aujourd'hui, on constate qu'il n'y a pas une suite cohérente, une suite logique entre ce qu'ils ont dit hier autour de la même problématique, autour du même problème, et le discours qu'ils tiennent aujourd'hui. C'est ce qui est à la base même de la démobilisation de militants comme Israël l'a dit tout à l'heure que c'est une question de la boucler si on veut demeurer dans le gouvernement.
de dénoncer et on quitte le gouvernement. Merci beaucoup, Luc Mikomo Kabongatra. On va parler Assemblée nationale. Cette loi qui passe à 1h du matin, minuit, heure de Kinshasa, c'est cela. En adoptant hier la loi électorale, Israël, je suis à vous, l'Assemblée nationale a rempli sa part. C'est d'ailleurs une grande partie de notre temps qui sera concentrée à cette question. Et je ne vais pas revenir sur l'essai, sur la caution. C'était pas facile pour Robin, tout comme pour l'Assemblée nationale. L'opposition qui quitte. Tout à l'heure, vous parliez de la 8e tribune de Mouzitou, une sorte de récapitulatif depuis les élections, après les post-indépendance, les grandes coalitions qui se sont formées, Codeco, Conacat, PESA, et tout. J'ai comme l'impression que cette loi vient aujourd'hui reconfigurer un peu les systèmes politiques des années 60. Reconstituer, ils allaient dire. Écoutez, il faut que nous soyons sérieux dans ce pays. Sérieux. D'abord, la majorité, en adoptant cette loi, a montré quand même, pour une fois, qu'elle avait la détermination, qu'elle ne s'est pas découragée, elle avait un cap, elle avait une direction. Et donc ici, c'était quand même un succès de la majorité, un succès de la ligne défendue par Minakou, un succès de la ligne défendue par le secrétaire général du PPRD, Henri Mova, parce que ce n'était pas facile aussi pour la majorité présidentielle. Il y avait une fronde, il y avait une grogne, il y a beaucoup de mécontentement. Même là, il faut maintenant voir... Même à l'interne, hein? Même à l'interne, d'accord. Au sein, justement, de la majorité présidentielle, il y avait beaucoup de tensions pour faire passer cette loi. Parce que beaucoup de partis, justement, de la majorité, les petits partis, les partis mallettes, vont disparaître. Et donc, écoutez, moi, cette loi, je veux vous dire mon sentiment. D'abord, on voit que le rapport de force à l'Assemblée nationale, c'est clair. Donc, il y a un bloc de plus ou moins 300 députés, parce que la loi a été votée par 287 députés. Et donc, il y a un bloc de 300 députés qui sont restés fermes, fidèles à leur autorité, à leur chef, qui est Joseph Kabila. Et donc, c'est avec ce bloc que la majorité a travaillé, que Minakou a encadré, Minakou Mova principalement. Alors, et ils ont fait leur job. Parlons d'essai. Premier point, l'essai de représentativité ramené de 3 à 1%. Comment vous voyez l'avenir de tous ces partis palettes, des partis mosaïques? Je te dis, pour moi, cette loi est une excellente chose. On ne peut pas être dans un pays avec 700 partis. On va bientôt atteindre 1000. Je vois beaucoup de partis en instance de création. Ce n'est pas sérieux. Basile Longo a créé aussi son parti. Écoutez, Basile Longo, écoutez, d'abord, c'est pas une lumière. Et ensuite, on peut se passer du parti de Basile Longo. Et donc, aujourd'hui, vous pensez que Basile Longo, qu'est-ce qu'il va augmenter? Quelle est la valeur ajoutée de Basile Longo au débat politique? Écoutez, il faut être sérieux dans ce pays. Il faut être sérieux. Basile Longo, qu'est-ce qu'il a comme proposition? Il est au ministère, il est vice-ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il a apporté? Chaque ministre, aussi chaque parti politique maintenant. Alors, mais là, c'est ça le problème. Écoutez, clarifions les jeux politiques aujourd'hui. Je suis d'accord, moi, aujourd'hui. Moi, franchement, cette loi, je n'ai aucun problème ni avec la loi, ni le seuil de 1%. Je n'ai aucun problème ni avec le seuil de la caution qui a été maintenant pour le député national à plus ou moins 1000 $. Il ne faut pas mettre les francs congolais. 1000 $, pas pour la liste, mais 1000 $ pour une candidature. Oui, mais pour une candidature, donc, si vous avez un siège, vous avez 7 sièges à sur 6 transmissions. Mais où est le problème, mon cher? Écoutez, c'est pas un vote censitaire. C'est pas un vote censitaire. Écoutez, il faut quand même que écoutez, nous sommes 45 millions d'électeurs à peu près. Donc, si on divise 45 millions, on divise par 500 députés, un député doit avoir en moyenne quelques milliers de voix pour espérer siéger à l'Assemblée nationale. Et donc, tu veux être député, mais il faut quand même que tu arrives à convaincre au moins 1000 Congolais de te prêter $1. C'est pas sérieux. Parce que pourquoi les gens me demandent, aujourd'hui tu es là, oh non, pourquoi tu ne fais pas de la politique active? Je dis, mais pourquoi je fais la politique active? C'est pour me ruiner. Donc, il ne faudrait pas que dans ce pays, on pense que pour faire de la politique, c'est moi qui dois mettre de l'argent de ma poche. Non, vous croyez en mes idées, vous soutenez avec votre poche. Conviction veut dire vous soutenez avec votre poche. Macron n'a pas fait la campagne avec l'argent de sa poche. Il a ses millions. Trump, il n'a pas fait sa campagne avec ses milliards. Il a dit, voilà mon projet pour les États-Unis d'Amérique. Vous y croyez, soutenez-moi. Il a fait une équipe de campagne avec des bénévoles, les gens qui ont arrêté, qui sont venus travailler avec lui, qui ont récolté des fonds, qui a maintenant financé sa campagne. Parce qu'à l'échelle des États-Unis, c'est des centaines et des centaines de millions. Est-ce que quels sont ces partis qui peuvent survivre? Je reviens à cette question importante. Aujourd'hui, vous avez 700 partis politiques. Est-ce que c'est sérieux?
C'est pas sérieux. Écoutez, je vois, il y a eu scission des départs à l'UNC. D'accord. Tous n'ont pas fait un parti, tous ont créé un parti individuel. Donc je comprenais que Lubaya, Ewanga, Bokolombe, Babandoa, tous, voilà. Mais ils ont pas, chacun a fait un parti. Donc chacun a fait un parti à lui. Non, c'est pas sérieux. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, regardez, quelle est la fracture aujourd'hui du paysage politique? Aujourd'hui, il y a deux blocs. Il y a un bloc qui était pour le respect d'abord de la Constitution, pas de référendum, qui se battent pour l'alternance politique. Vous avez déjà un socle, un bloc. Et donc vous avez la majorité présidentielle qui voulait conserver le pouvoir par des moyens rétors, en violant la Constitution, ils ne sont pas arrivés. Donc il y a même deux blocs. Vous avez les katumbistes, vous avez les kabylistes, vous avez les tshisekidistes, vous avez les gens, le courant qui se retrouve autour de Bemba, autour du Palou, vous avez autour de Vital qui représente aussi un courant. Donc il y a moyen de mettre de la clarté dans ces voilà. Et cette loi, on va 10 grands courants, un grand courant de katumbistes, un grand courant du Palou, un grand courant de kabylistes, un grand courant du MLC. Si c'est qu'il y a déjà un front pour les respects de la Constitution, ça peut se transformer en plateforme électorale. Mais dites-moi par exemple. En regroupement politique. Vous avez le G7 qui soutient Katumbi. Le G7 qui a 7 partis. Vous avez l'AR, une plateforme aussi d'une dizaine de partis qui soutient Katumbi. Vous avez le parti de Monidela, vous avez le parti de X, vous avez le parti de vous avez beaucoup de partis qui soutiennent. Mais bon, mais pourquoi ne pas allez-y en liste, voilà. D'accord. Mais alors, allez-y, créez une plateforme. Parce que vous soutenez Katumbi, créez une plateforme commune, électorale et tout ça, pour remplir le seuil de 1%. Et donc, sur la question du seuil, je pense qu'on va mettre fin à l'émiettement des partis politiques. Je vais revenir. Je termine en disant, oui. Pour revenir à la tribune de Mosito, en 1960, il y avait deux blocs principaux. Il y avait une vingtaine de partis. Mais après les élections, il y avait deux blocs. Les nationalistes, qui avaient à peu près 51%, qui avaient la majorité, et les fédéralistes. Les nationalistes, il y avait 4 partis qui étaient en mesure de faire la majorité. Donc, il s'agissait du PESA, Parti solidaire africain de Gizenga, où il y avait aussi Kamitatu. Il y avait le MNC de Lumumba. Il y avait Serea de Anissé Kachamura, et il y avait Balbakat de Jason Sende. De l'autre côté, il y avait le bloc fédéraliste avec Abako, avec Unimo de Mon, avec Bomboko, il y avait Konakat de Moïse Tchombe, il y avait MNC Kalonji, et il y avait PNP. Bref, il y avait quand même, vous voyez que le jeu était clair. Les uns avaient 51%, les nationalistes, les fédéralistes, ils avaient 49%. Il y avait une clarté, il y avait à peu près, le jeu politique était sain. Mais aujourd'hui, non, on s'y perd. Aujourd'hui, si on doit accorder les droits de parole à la télévision, par exemple, aujourd'hui, Luc, si vous regardez la configuration, comme le confrère l'a décrit si bien, des élections de 2011, je donne raison un peu à Mosito, au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Il y a des grandes formations comme le MLC, comme l'UDPS, comme le PPRD, comme les PALU, comme les MSR, mais aussi comme la FDC, qui réunis n'atteignent même pas les 50% des Congolais, les 50% des députés. Mais vous voyez des partis mallettes, des partis mosaïques là. ATD, vous avez SID, vous avez Envol, je ne sais pas moi, PPPPP. Ce sont eux qui aujourd'hui, s'ils veulent s'imposer, ils ont plus la majorité à l'Assemblée que les grandes partis et que les grands partis des grandes formations à l'Assemblée. Tout à fait. Tu vois dans ce que a dit mon confrère Israël Moutala, ça me rappelle immédiatement ce que Mobutu avait dit en 1990. Dans un premier temps, vous savez, Mobutu n'a pas seulement dit des âneries, hein. Il avait une certaine vision. Il avait proposé dans un premier temps un multipartisme à 3. Mais son entourage et ses opposants l'ont poussé à aller au multipartisme intégral. C'est-à-dire, ouvrons le jeu, faisons ce que chacun veut faire. Fungula Masolo. Fungula Masolo. Voilà. Aujourd'hui, on est arrivé à 700
partis politiques, mais il y a plus de 300 demandes qui traînent sur la table de la chadarisation. Oui. Alors, nous irons vers 1000 partis plus. Soyons sérieux. Je dis ceci que quand vous voyez ces partis-là, ils n'apportent rien. Mais ils font beaucoup de déclarations. Ils font des déclarations pour se retrouver dans la répartition, dans le partage du gâteau, voilà. si vous voulez. Mais dans la vie de la nation, qu'est-ce qu'ils apportent, ces partis-là? Il y a même des personnalités qui, pour avoir dit ceci à la télévision, ont été approchés. Bon, tu deviens vice-ministre des Affaires inutiles. Ils sont là. Absolument. Mais est-ce que, puisqu'il est vice-ministre des Affaires inutiles, il va apporter quelque chose d'utile à la société? Que non. Mais quand vous voyez la hiérarchie, la structure de nos partis politiques, la plupart se réclament des gauches.